Docteur Blanc-Constant Ibarapéa sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons du volet politique, social et sécuritaire qu'affrontera la nouvelle équipe gouvernementale. Je suis avec Bruni Fortuna. Docteur, 11 ministres sur 41 entrant dans ce nouveau gouvernement. Quelle lecture faites-vous? Bien, merci de renouveler l'invitation sur votre illustre plateau. Et comme tout le monde, j'ai suivi la publication de la nouvelle équipe gouvernementale après le suspense, le vrai faux suspense qui était lié à la nomination ou la reconduction du Premier ministre. On se rend compte que, comme je l'avais prédit de toute manière, qu'il ne devait pas avoir un chamboulement au niveau gouvernemental. Et on a constaté qu'il y a eu 11 entrants, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que il y a eu, on n'a pas bousculé le deep state, c'est-à-dire le noyau dur. Mais derrière ces 11 entrants, se cache un renouvellement crypté. Il y a un renouvellement crypté, mais fidèle à ses habitudes, hein, le président de la République n'a pas voulu bousculer le deep state. Mais avec ça, c'est un message qu'on envoie pour dire que d'ici 2031, de nombreux crocodiles vont quitter le marigot. Quand je ne parle de crocodiles, j'entends parler de pontes du régime qui vont quitter le marigot. Donc là, on a amorcé le renouvellement du personnel politique au sommet du gouvernement, avec ce que vous venez de voir, même si le noyau dur est resté. Mais le noyau dur est resté, c'est déjà un pas. Ça témoigne à ce que le renouvellement significatif, c'est peut-être lié aussi à la succession, parce que tout autour de là, d'ailleurs, le président avait annoncé déjà des couleurs qu'il devait travailler pour amener les jeunes au pouvoir, et parce qu'il ne restera pas éternellement au pouvoir. Donc ça, c'est un indicateur qui peut déjà mettre sur la piste. Le président avait présenté en 2017 un gouvernement de guerre après sa réélection en 2016. Aujourd'hui encore, on se retrouve avec la même configuration. Qu'est-ce qui change dans la faisabilité, docteur? Bien, mais en réalité, rien ne change fondamentalement. Vous savez que depuis 2020, j'ai pu même aller 2015, au changement de la Constitution, vous vous en souvenez que le président avait promis on devait changer la Constitution pour faire évoluer les institutions. Est-ce que vous pouvez regarder quelle est l'institution qu'on a fait évoluer de 2000 à aujourd'hui? Donc, la seule institution qu'on a fait évoluer, c'est le renouvellement ou bien la virginité politique du président de la République qui a été déjà atteint par la monopause. Sinon, le reste, il n'y a pas eu évolution. Le point, c'est que vous avez vraiment la foi. C'est-à-dire lorsque vous pensez que le gouvernement mis en place pour le président de la République peut apporter des solutions. D'ailleurs, le gouvernement de combat devrait apporter des solutions. Ça n'apporte pas de solutions parce que nous sommes dans ce que j'appelle la démocratie passive. Et dans cette forme de démocratie, c'est pas la performance qui est l'indicateur. L'enjeu, c'est pas la performance. La démocratie passive vise le maintien et l'entretien du pouvoir par le jeu de l'accumulation et la redistribution du pouvoir. Et au finish, attendez, vous allez revenir. Et la finalité, c'est de conserver le pouvoir. La finalité, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est pourquoi les Congolais sont toujours dessus. On vous dit, bon, ben, pendant 5 ans, on nous a promis ceci, on nous a promis cela, on n'a rien vu. Mais on arrive parce que le progrès socio-économique n'intègre pas le logiciel ou le répertoire de la démocratie passive. Parce que c'est une démocratie qui est à contre-courant de la performance. D'ailleurs, regardez comment se comportent les élites.
Et le comportement des élites dans cette configuration, ce sont des comportements qui développent le sous-développement. Mais comment expliquez-vous, vous allez certainement faire peur à la population, puisque le président de la République, lors de son investiture, nous annonce quand même qu'il y a des défis à relever, il y a la crise, mais ils vont tout faire pour relever ce défi, il appelle la population à la résilience. Mais vous nous dites aujourd'hui, finalement, ce gouvernement-là ne répond pas réellement, ne reflète pas son discours d'investiture. Comment excluez-vous? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il aurait menti à la population ce jour-là, le 16 avril, dans un grand stade? Bon, écoutez, les promesses électorales n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est-à-dire, quand c'était pas une promesse électorale, c'était l'investiture. Oui, quand même. C'est la poursuite, la concrétisation des promesses électorales. Ça rentre le registre des promesses. Alors, un sage a dit, lorsqu'une personne vous parle, ne vous contentez pas de ce qu'elle dit. Il faut vous contenter de ce qu'elle fait. Et c'est là le plus important. Un gouvernement de 41 membres. Un gouvernement de 41 membres, d'abord. Pauline Makosso qui revient. D'abord. On nous parle c'est d'ailleurs même contradictoire et paradoxal. D'un côté, on nous dit que le pays est en crise, les universités n'ont pas payé, comment vous appelez, les hôpitaux, tout c'est en crise, mais on vous propose un gouvernement de 41 membres qui augmente les charges encore. À l'état, vous savez combien paye un ministre? Alors, il y a eu 11 ministres et 11 ministres entrants. Si on paye un ministre à 10 millions, fois 11, ça vous fait combien de millions? Je crois qu'on est dans une centaine de millions. Et fois 12, c'est-à-dire vous multipliez pendant une année. Ça donne combien? C'est les charges qu'on augmente à l'État, y compris le budget de fonctionnement et tous les avantages qui vont avec. Donc, à partir de ce moment-là, ça pose problème. On est en contradiction. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, la nomination du Premier ministre. D'ailleurs, vous avez vu comment il y a eu ce vrai faux suspense. Vous m'excusez, ce vrai faux suspense. Alors, le Premier ministre, d'ailleurs, c'est ce qui conforte ce que j'appelle, moi, la démocratie de la distribution et de l'accumulation. Vous voyez toute la controverse, le chantage communautaire qui a régné pendant cette période. On a vu ceux pour dire le Premier ministre soit sorti de chez nous, ceux de Pointe, comment vous appelez, de Grand Niari disent que le Premier ministre doit sortir de chez nous. L'enjeu, c'est quoi? Vous pensez que on a tantinisé la primature parce que ça doit produire la performance? Non. Mais c'est parce que c'est une source d'accumulation. Et d'accumulation, je peux me dire l'accumulation primitive. Donc aujourd'hui, si on avait la volonté de changer, dites-moi, est-ce qu'on a touché le noyau dur? Le noyau dur est resté. Le noyau dur, de quoi vous parlez? Quand je parle aujourd'hui, il s'agit des pentes de régime. Lesquelles? Dans tout système politique, il y a ce qu'on appelle les apparatchiks. C'est-à-dire les élites qui soutiennent le système par leur importance, par leur poids économique, par leur donc c'est ce qu'on a dur aujourd'hui qui empêche en réalité que les projets soient concrétisés, que finalement cette ouverture qu'on voudrait avoir se réalise, c'est ça? Est-ce que vous avez fait le bilan de 5 ans? L'obligation de rendre compte. Si on a fait le bilan de 5 ans, on nous a promis les 12 batailles, on a promis ceci. Dans la réalisation sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a eu? Et sur cette base, personne n'est responsable, en réalité. Sinon, c'est le même, à moins que vous me dites, bon, c'est le ministre de l'Industrie, du développement industriel qui est foutu, voilà pourquoi on l'a écarté. C'est le ministre mais aussi quand même qui serait de la même génération, qui serait, semble-t-il, aussi proche du président de la République, mais il est parti du gouvernement. Oui, mais il est pas, mais combien? Vous savez, un gouvernement, je crois qu'ils étaient autour de 39 ministres. Vous avez fait pas partir de 6. 6 ministres sur 35. Voilà, c'est 37. 37. Vous avez fait partir, quel est le pourcentage? Et vous pensez que c'était les acteurs clés, ceux qui sont partis, ce sont les acteurs clés du système? Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je reste sceptique. En réalité, les gens ne m'ont jamais compris. Moi, je suis un universitaire. Et chacun de nous est transformé par sa formation. La science politique n'est pas une science fiction. C'est pas une science normative. C'est ce qui est et non ce qui devrait être. Moi, je regarde les faits. Je regarde les faits. Et au regard donc de ce qui s'est produit,
le gouvernement qu'on nous a présenté, je veux bien, mais attendons de voir 2021. Ce qu'on peut retenir, c'est que le 2027, 2031, j'allais dire. 31, oui. Attendons de voir 2031. Je ne veux pas dire que les 11 entrants sont des échoués ou bien ne méritaient pas d'être le gouvernement. D'ailleurs, la nomination relève de la compétence exclusive. Oui, parlons des 11. Est-ce qu'on peut s'intéresser rapidement à leur profil? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce choix, par exemple, du ministre qui remplace le ministre Bombo, le Serge Ndji, vous avez également celui qui remplace, on a vu le ministre des Affaires étrangères, monsieur Bunda, et on a ramené Ngakoso à la culture. Parlez-nous un peu de ceux qui viennent et pourquoi il y a eu tout ce changement. Bien, il faut donc faire une étude sociologique de ces élites-là. Sur les 11, je connais personnellement très peu de ceux qui sont rentrés, mais j'ai essayé quand même de regarder le profil par ici par-là. Je me rends compte qu'on a deux chefs d'entreprise qui sont rentrés. Il y a Michel Djombo. Oui, Michel Djombo. Et Serge Ndji. Et Serge Ndji. Oui. Bien. En dehors de cet aspect où sont des chefs d'entreprise, ce sont aussi des personnalités qui appartiennent aux élites politiques et ça renvoie donc au message de ce que j'appelle moi la parentocratie, qui ont des ressources parentales à valoriser. Parce que Michel Djombo, c'est le fils de l'ancien ministre d'État, le ministre de la Culture, Henri Djombo, Serge Ndji, aussi. Oui. Bien. Nous avons vu aussi l'arrivée de... Pensez qu'ils sont là, ils sont arrivés là parce qu'ils seraient, comme vous le dites, les enfants de ces anciens ministres, ou encore parce qu'ils sont compétents, encore chefs d'entreprise. Vous savez que la nomination politique inclut plusieurs facteurs. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai tendance à dire que en réalité le pouvoir discrétionnaire c'est une fiction. Parce que là où se prend la décision, les mécanismes qui précèdent le processus de prise de décision est parfois opaque. Mais dans tous les cas, ça fait partie des ressources qu'ils ont mobilisées. Je ne parle pas de la compétence, je fais l'analyse sociologique, je ne parle pas de la compétence, je parle des ressources mobilisées et mobilisables. Vous pensez que vous demandez à Dangote de rentrer au gouvernement nigérien, Dangote va accepter de rentrer au gouvernement? Dangote, vous êtes sûr? Bien, vous avez la réponse. Donc, c'est pour dire que ça a joué. Deuxièmement, vous avez M. Malanda Samba, qui était conseiller politique à la présidence de la République, mais selon les indiscrétions, il serait, je n'ai pas la certitude, il serait le fils d'un ami au chef de l'État. Bien, ça rentre donc dans le cadre de la parenté fictive. Troisièmement, nous avons le ministre des Mines et de la Géologie, que je connais pratiquement pas, mais qui semble-t-il être mon voisin, mais je ne le connais pas. Lui, il était le directeur général des mines. Et vous avez aussi Onanga qui est au hydrocarbure. Nous avons Onanga hydrocarbure, bon, qui serait le fils de l'ancien DG de la douane. D'autres disent c'est le fils de son grand frère, mais pour nous c'est son fils, parce que dans la cosmogonie africaine, le fils du grand frère c'est ton fils. C'est ton fils. Et l'appellation neveu n'existe que pour les oncles maternels dans notre cosmogonie. On appelle l'oncle dans notre cosmogonie le frère de maman, le frère de papa on l'appelle papa. Et vous savez, sur le ministre des Finances qui a été reconduit. Oui, le ministre qui a été reconduit. Donc, lorsque vous regardez déjà l'appareillage du point de vue sociologique, on est dans une reproduction sociale des élites. Donc, ce que j'appelle la parentocratie. Et c'est les élites qui, au-delà des compétences qu'elles peuvent avoir, mais il y a une valorisation de la ressource parentale comme ressource déterminante du recrutement. Mais, à côté de cela, nous avons vu certains acteurs, par exemple, le ministre, celui qui va prendre le ministère à qui est le ministère de l'Intérieur, qui est un officier général, qui a longtemps été dans les rouages du pouvoir, puisqu'elle était même officier d'ordonnance du chef de l'État, qui a été commandant de zone, mais d'une zone militaire n'importe laquelle, c'est-à-dire la zone de Pointe-Noire, la zone numéro 1, où il a une vue sur l'espace fluvial, maritime, donc naval, où il y a une vue sur une frontière à côté qu'on appelle l'Angola, qui est considérée comme une puissance militaire en Afrique centrale. Donc c'est quelqu'un quand même qui a géré une structure très importante qui revient à l'intérieur. Alors, un bon choix. Un bon choix, mais il faut regarder aussi les liens
les relations qu'il a avec le chef. Parce que le ministère de l'Intérieur, on ne donne pas à n'importe qui. Faire venir son ancien aide de camp qui gère une base militaire stratégique, ça veut dire qu'on est là dans la préparation et je renvoie tout cela. La préparation de quoi? La préparation des enjeux futurs qui, de mon point de vue, doivent être liés à la succession. Semble être liés à la succession. Vous savez, Fortuna Ngolali, lorsqu'on a le pouvoir, on le conserve. Dans une démocratie, on le conserve à travers les mécanismes d'échange entre les populations, c'est-à-dire le respect de cahier de charge. Et dans cette configuration, la succession se fait soit à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur du parti. Le parti peut organiser pour conserver le pouvoir pendant 15, 20, 30 ans. Ça ne pose aucun problème. Il suffit qu'il ait l'alternance à l'intérieur. Gabriel, dernière question. La preuve, c'est que vous voyez comment l'ANC est au pouvoir en Afrique du Sud pratiquement depuis 1996. Docteur Blanc-Constoy Barapéa, comment pouvez-vous nous dire sur ce plateau que dès l'entame de son mandat, pour un président qui est conscient que son pays est en crise et qui veut même repartir vers le FMI, que le gouvernement qu'il constitue au lendemain donc de son investiture sera un gouvernement de la préparation de sa succession, alors qu'il a en face de lui des défis encore beaucoup plus importants, les urgences sociales auxquelles il faut faire face. Déjà, comment peut-il commencer à préparer sa succession dès l'entame de son mandat alors qu'il a encore 5 ans devant lui? Très bien. Dans toutes les écoles de sciences politiques, on vous dira que le prochain mandat se prépare après l'élection. C'est-à-dire vous avez gagné, vous avez perdu l'élection de 2026 en octobre, comment vous appelez ça, en mars, le 16 mars 2026. On a proclamé les résultats, je prends un exemple comme ça, le 14 par exemple, et que vous avez remporté l'élection, vous avez perdu l'élection. C'est le 17 que vous devez commencer à préparer le prochain mandat. Deuxièmement, déjà le fait que on évoque la crise, mais vous constituez un gouvernement de 41, vous partez de 35 à 41, ça pose un problème de cohérence. Ça pose un problème de cohérence puisque le pays est en crise. Lorsque une organisation est en crise, qu'est-ce qu'on fait en premier? On réduit les charges. Mais là, on ne parle même pas de la réduction des trains de vie de l'État. D'ailleurs, vous l'augmentez. Or, tout au long du mandat passé, on a toujours mis l'accent, on a martelé sur la réduction de train de vie de l'État, puisque le discours gouvernemental allait dans le sens de dire non, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on a ce qui justifiait, par exemple, les arrêts de salaire, les retards dans certaines autres institutions, et même, on a vu certains projets qui ne sont pas arrivés à terme parce qu'on a évoqué des questions d'argent. Nous avons, par exemple, les voies urbaines qu'on était en train de réhabiliter, à Pointe-Noire, un peu partout, qu'on a arrêté parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il faut être conséquent. Dans le programme de bureau de projet de société du président de la République, lui-même, il met l'accent sur la mobilisation des fonds ou bien il faut 5 000 milliards des ressources additionnelles. Oui, aller taxer dans le secteur informel. Très bien. Oui. Alors, et vous augmentez le nombre de ministres. Mais là, vous ne voyez que le ministre. Mais en dehors du ministre, à côté du ministre, il y a tout un ensemble, tout un personnel qui suit. Je vais pêcher, Gabriel, pardonnez-moi. Le départ de Manguissa Ibombo, c'est justifié quand même ou pas? Mais écoutez, j'ai dit il y a quelques jours que les nominations politiques ne sont pas des beaux amphithéotiques. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez au gouvernement, vous devez avoir des dispositions morales et comportementales de quitter le gouvernement un jour. Et je ne pense pas que le professeur Manguissa va mettre fin à ce jour parce qu'il a quitté le gouvernement. Ça, c'est le un. Et deuxièmement, je ne pense pas que ceux qui sont partis du gouvernement caractérisent ou sont l'incarnation de la médiocrité gouvernementale qu'on a observée depuis des années. Bon, c'est le choix politique de celui qui a nommé. Et c'est lui, il retire un peu d'homme quand il veut. Je ne pense pas que ça soit lié à ce qu'on appelle au résultat. Au résultat. Ouais. Bon, vous voyez, par exemple, prenez le cas de Manguissa, on a vu comme qu'il a construit des écoles. Donc, il a laissé quand même des empreintes. Il a apporté des réformes. Bon, il a apporté certaines réformes. Même Ibombo, qui n'est pas mon ami de toute manière. Mais on a vu quand même qu'il a apporté des réformes sur le numérique avec la loi sur la protection. Bon, voilà. Mais ça ne veut pas dire que quand vous rentrez au gouvernement, vous avez fait quand même 10 ans. Ça va. Bon, maintenant aussi, est-ce qu'il faut pas partir celui qui a 10 ans et vous gardez celui qui a 25 ans? Vous voyez donc, ça se relève de la comment on appelle ça, la discrétion
exclusive du président de la République qui donne qui donne le pouvoir et qui le récupère quand il veut. D'ailleurs, c'est lui qui a le mandat. Les ministres n'ont aucun mandat. Même le Premier ministre n'a aucun mandat. Il reçoit le pouvoir par délégation du président de la République. C'est-à-dire, c'est le président de la République qui choisit son Premier ministre. Il n'a pas de mandat présidentiel. Et finalement, celui qui a le mandat fait ce qu'il veut de son mandat. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est pas que tel est arrivé au gouvernement, tel n'est pas arrivé au gouvernement. Ce qui nous intéresse, c'est que nous devrions avoir le pouvoir doit tenir compte du cahier de charges. Le cahier de charges, c'est quoi? Nous lui avons donné le suffrage. En contrepartie, il doit régler nos problèmes sociaux. Et je saisis donc l'occasion, j'espère que, puisque le Premier ministre a été reconduit, la ministre de l'Enseignement supérieur a été reconduit, j'espère que ils vont, les deux qui sont d'ailleurs des universitaires, ils vont donc travailler à ce que... Vous avez aussi le ministre de la Justice qui est universitaire. Ils vont travailler à ce que qu'il y ait concomitance de nos salaires, des salaires des universitaires, comme ils l'ont promis pendant le mandat qui vient de s'écouler, par exemple. Docteur, nous allons poursuivre notre échange. Il y a Bruno Itoa qui prend la tête du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Peut-il apporter des réformes nécessaires dans le secteur de l'eau et de l'électricité qui devient de plus en plus chaotique? Bien. Est-ce que vous dites qu'il prend bien, il reprend? Il reprend, il prend la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais parce qu'il y a un nouveau gouvernement, il prend. Regarde, c'est un nouveau gouvernement dans le même système, il s'agit de la même personne. Très bien. C'est quelqu'un qui connaît la maison. Donc, il peut avoir des présomptions d'une certaine compétence parce qu'il connaît la maison et qu'il va apporter la solution. Mais encore une fois, dans un système où la performance n'est pas l'élément clé de la gestion ou de la gouvernance étatique, il serait difficile d'atteindre les résultats. Moi, je reste jusqu'ici sceptique. Ça ne veut pas dire que je suis alarmiste, comme certains tentent de le dire, que je suis alarmiste, mais moi, je regarde les faits. Et sur ce plateau, il faut enregistrer ce que je dis. Nous allons revenir dans 5 ans. Sur ce plateau, j'avais dit que ce mandat risque d'être le mandat le plus compliqué, le plus complexe, et qui risque d'être aussi le plus nul. Parce que vous allez voir, attendez 2027, vous allez voir la vraie figure de certaines personnes. Et nous allons voir comment est-ce que le gouvernement va fonctionner. Donc, on lui accorde le bénéfice du doute, mais parce que quand on le remet à ce ministère, où l'a occupé avant d'aller à l'enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, quel était le bilan? Mais on est dans un état où on ne fait pas le bilan. On ne fait pas le bilan. On vous nomme à une fonction, vous exercez la fonction, on vous lève, par ce jeu de chaises musicales, on vous lève ici, on vous enlève ici, on vous met là-bas. On ne vous dit pas pourquoi vous êtes parti de l'enseignement supérieur, pourquoi vous partez au ministère des hydrocarbures, et pourquoi on vous lève au ministère on vous enlève au ministère des hydrocarbures pour vous envoyer au ministère de l'énergie et de l'hydrocarbure. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un cahier de charges pour chaque ministre. Et je fais même une proposition. Vous dites tout le temps que je ne propose pas, je critique. Alors, puisque c'est un nouveau mandat qui devrait, en principe, je dis en principe, être le dernier chef de l'État. Je fais une proposition donc. Allez-y. Il faudrait donc que, puisque vous êtes dans un système où un ministre a commencé à initier le projet, dès qu'il quitte, tout sombre, un autre arrive avec son projet sur cahier de charge. Moi, je propose à ce que, avec ce nouveau mandat, puisqu'on vient de composer le nouveau gouvernement, qu'il y ait des commissions permanentes au sein des ministères. Par exemple, au ministère de l'eau et de l'électricité, vous avez une commission permanente qui est chargée, technique d'ailleurs, composée de techniciens, qui est chargée de regarder les questions de manière technique. Même si le ministre part, ce sont eux qui gèrent le dossier. Vous le faites dans chaque ministère pour éviter ces ruptures, des ruptures. Où un ministre était là, dès qu'il part, le tout revient, par exemple. L'administration, c'est une continuité. Bon, nous entendons dire, parfois les dossiers sont arrivés aux finances, on a changé le gouvernement, tout reprend à zéro. Comment on peut expliquer ça? Dans problème de recrutement voilà. À la fonction publique, voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait des commissions permanentes qui doivent être chargées de suivre les dossiers, d'élaborer le projet et de suivre le projet. Ça veut dire que même si vous avez amené le produit à 50, le projet à maturation au moins à 80-90%, le départ du ministre ne devait rien changer parce que les techniciens maison sont là. Vous pouvez recruter des experts pour faire ce travail. Ça évitera le fait que
Dès que quelqu'un arrive au pouvoir, bon, un ministre qui s'en va, amène ses conseillers, amène ceci, tout le monde part, et l'autre revient avec ses hommes, et finalement, on tourne en rond. Restons toujours dans le social, docteur, pour parler du pouvoir d'achat du citoyen congolais de plus en plus en baisse et le coût de la vie n'épargne personne. Transport, accès aux soins de santé, Rosaire Ibarra, José Rodrigue Ngoniba, hier au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, aujourd'hui au ministère du Transport, Mikolo, hier au PME, aujourd'hui à la tête du commerce. Que peut-on attendre de ces trois têtes? Rien. Pourquoi rien? Rien, parce que, écoutez, ces personnalités que vous mentionnez et que je respecte parce que ce sont des autorités républicaines, mais ont un passé gouvernemental. Regardez partout, partout ces personnalités sont passées. Quel est le résultat? Quel est le bilan? C'est ça le problème, c'est ça ce qui rend sceptique. Mais en état actuel des choses, vous voyez, vous souffrez parce que vous croyez à des choses qui sont irréalisables, mais vous croyez, et quand vous arrivez à la fin, vous ne voyez pas le résultat, vous souffrez, vous pleurez. Le ministre Ngonimba, qui se trouve aujourd'hui au transport, a géré quand même l'habitat pendant un certain temps. Alors, le résultat, comment on loge les citoyens? Vous voyez comment nous avons des problèmes de loyer ici au pays. Il a géré les routes. Vous voyez comment l'état de nos routes. Apprenez la route qui va au nord, mais là c'est parce que on fait référence à ces deux routes-là. Vous prenez la route qui va à Tamandassi, vous prenez la route qui va à Lekana, de Djambala, Lekana, vous allez voir, ça n'existe même pas. Donc, ils sont là parce que celui qui détient l'impérium a des raisons, certaines raisons pour les mettre là. Mais de toute manière, vous êtes un journaliste. J'espère que vous avez fait circuler le radio-trottoir. Moi, j'ai été interpellé dans les bus, c'est les citoyens qui m'arrêtent dans la rue. Oh, mais pourquoi on a fait ça? Je ne suis pas le conseil du gouvernement comme le conseil du chef de l'État. Est-ce que vous avez reçu l'assentiment des citoyens congolais? C'est ça le rôle de journaliste que vous êtes. Vous devez faire balader le micro, vous devez voir le ressentiment. Moi, je l'ai vécu personnellement. Le micro, on a fait balader le micro, on va d'ailleurs suivre ça tout à l'heure. Voilà, vous avez fait balader le micro. Quel est le ressentiment des Congolais? Les Congolais ne croient plus. C'est-à-dire, dès qu'on a présenté l'équipe gouvernementale, on a fait partir 6 ministres sur 35. Ça veut dire quoi? C'est un mauvais message. C'est un mauvais, et alors un très mauvais message qu'on a envoyé aux citoyens. Et moi, en tant que citoyen, je dis, sur la base du passé de certaines personnalités, c'est pourquoi les entrants, je leur accorde le bénéfice de doute. Le bénéfice de doute, surtout que dans un système comme celui-ci, il faut faire, on va essayer de regarder, je leur donne leur chance. Mais dans un système comme celui-ci, je l'ai décrit au départ. Le système par rapport à sa constitution, c'est pas un système politique qui est propice à produire l'essor socio-économique. Vous avez les mêmes acteurs qui ont le même réflexe, qui sont à la tête de l'État depuis 15, 14, 20 ans, et on attend toujours des résultats. Ne pensez pas qu'on peut faire ce qu'on n'a pas pu faire en autant d'années en 5 ans. C'est vrai qu'on peut le faire. Il faut qu'il y ait un véritable management au sommet de l'État. Ça veut dire que le président a effleuré ça dans son discours, quand il parlait de la restauration de l'autorité de l'État. Bien, le président a dit honte aux voleurs, honte aux corrompus. Mais quand il fait son gouvernement, il ramène pratiquement tout le monde. La question qu'on se pose, donc les voleurs et les corrompus, c'était les 6 qui sont partis. Et vous pensez qu'avec ça, moi je vais croire que le changement viendra comme ça avec les mêmes acteurs? Bon, on va voir comment est-ce qu'il va manager les institutions. Mais je reste sceptique. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas le faire, certainement qu'il le fera, mais moi je reste sceptique. Merci docteur d'être passé. Nous continuons notre édition spéciale avec Monsieur Donatien Itoa. À tout de suite.